Il a amené sa maîtresse enceinte à un dîner familial, convaincu qu'il maîtrisait la situation. Mais il ignorait que son épouse se préparait à ce moment depuis des années, et les documents qu'elle a sortis ont tout bouleversé. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Pendant des années, Claire Hartman avait incarné l'image irréprochable de l'épouse idéale. Toujours présente au bon moment, toujours souriante sans jamais paraître forcée, elle semblait être cette femme élégante et discrète que l'on remarque à peine parce qu'elle ne dérange rien. Sa voix était douce, ses gestes mesurés, ses réactions parfaitement adaptées à chaque situation. Aux yeux de tous, elle n'était qu'un prolongement naturel de son mari, une présence rassurante à ses côtés, un décor raffiné dans l'architecture de son succès. Pourtant, derrière cette façade maîtrisée, Claire n'avait jamais été un simple ornement. Elle avait été dès le premier jour une assurance. Elle possédait une mémoire que peu de gens soupçonnaient. Elle se souvenait non seulement des préférences superficielles, qui aimait le vin blanc sec, qui préférait le silence aux compliments, qui détestait être placée près de tels partenaires, mais aussi des rancunes anciennes, des alliances fragiles, des phrases prononcées à la légère lors d'un dîner et jamais oubliées. Elle savait quelle conversation ne devait jamais être ouverte à table, quelle plaisanterie pouvait faire basculer une relation d'affaires, quels regards échangés trahissaient une hostilité encore contenue. Chaque réception, chaque rencontre mondaine, chaque événement familial était pour elle un terrain d'observation, une collecte patiente d'informations. Elle souriait, mais elle analysait. Elle se taisait, mais elle retenait tout. La Hartman Crest dominait la ville comme un manifeste de pouvoir. Sa façade de verre et de métal reflétait le ciel du soir, capturant les derniers éclats du soleil comme pour rappeler que cette tour n'était pas seulement un immeuble, mais un symbole. Au sommet se trouvaient les espaces privés réservés à la famille Hartman et au conseil d'administration. Là-haut, loin du bruit de la rue, se déroulaient des dîners qui n'avaient de familial que le nom. Ces soirées annuelles étaient des spectacles soigneusement orchestrés, des rituels destinés à rassurer les investisseurs, impressionner les partenaires et maintenir l'illusion d'une stabilité absolue. On y parlait de chiffres, de projets, de stratégies, mais aussi de loyauté et de hiérarchie, même lorsque ces mots n'étaient jamais prononcés. Claire connaissait la nature véritable de ces dîners. Elle savait qu'ils n'étaient ni des moments de partage, ni des instants d'intimité, mais des scènes où chacun jouait son rôle avec une précision étudiée. Dans la salle privée appelée Summit Room, chaque détail avait une fonction. L'éclairage n'était jamais trop vif afin de masquer la fatigue et les tensions. La température était réglée pour maintenir une vigilance confortable. La musique suffisamment discrète pour combler les silences, sans étouffer les conversations stratégiques. La disposition des sièges n'était jamais laissée au hasard. Claire plaçait les invités de manière à éviter les confrontations inutiles et à encourager les échanges qu'elle jugeait productifs. Le personnel croyait souvent qu'elle agissait par souci de perfection ou par dévotion envers son mari. En réalité, elle dirigeait l'atmosphère comme on dirige un orchestre, consciente que l'ordre apparent était la seule barrière contre le chaos latent. Gavin Hartman, son mari, arrivait presque toujours en retard. C'était une habitude qu'il cultivait avec soin. Faire attendre était, pour lui, une façon subtile de rappeler à tous que son temps avait plus de valeur que celui des autres. Les invités s'y étaient habitués, acceptant ce retard comme une règle tacite du jeu. Claire, elle, ne s'en offusquait jamais. Ce soir-là, alors que la plupart des convives étaient déjà installés, le siège de Gavin restait vide au bout de la longue table. Personne n'osait commenter cette absence, mais tous la remarquaient. Claire ne montra aucun signe d'impatience. Elle fit simplement un léger geste pour que les boissons soient servies, comme si le maître de maison était déjà présent. Ce simple acte, presque imperceptible, modifia l'équilibre de la pièce. Pour la première fois, l'absence de Gavin ne dictait pas le rythme de la soirée. Les enfants de Claire observaient la scène avec une attention silencieuse. Nora, vive et charismatique, héritière du tempérament de son père mais dotée de la lucidité de sa mère, comprenait que ces dîners étaient des jeux de pouvoir déguisés. Ethan, plus réservé, analysait chaque détail, chaque mouvement, conscient que les vérités les plus importantes ne se disaient jamais à voix haute. Ils savaient tous deux
que ce qui se jouait ici dépassait largement la notion de famille. Parmi les invités se trouvait Marilyn Hartman, la veuve de l'ancien patriarche. Sa présence imposait un respect immédiat. Elle parlait peu, mais son regard suffisait à faire taire les discussions les plus animées. Son approbation avait jadis ouvert des portes et son silence avait scellé des destins. Ce soir-là, elle observait Claire avec une attention particulière, comme si elle attendait quelque chose, sans que personne ne sache quoi exactement. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, Gavin entra avec assurance, mais il n'était pas seul. À son bras se tenait une jeune femme dont la silhouette trahissait une grossesse avancée. Elle s'appelait Lillian Ray, et beaucoup la connaissaient déjà comme responsable de projets spéciaux sur le marché asiatique. Son apparition n'était pas improvisée. Sa robe mettait en valeur son ventre arrondi, transformant sa grossesse en message clair, presque en déclaration. Gavin la présenta avec un sourire calculé, annonçant qu'elle portait son fils, son futur héritier. Il parlait comme s'il conclut une transaction, convaincu que cette révélation publique achèverait d'écraser Claire et de sceller son autorité devant tous. Il s'attendait à une réaction immédiate. Des larmes, une scène, peut-être un éclat de voix. Il comptait sur cette humiliation pour la réduire au rôle de femme incapable de contrôler ses émotions. Mais Claire se leva calmement. Elle accueillit Lillian avec une politesse impeccable, lui indiqua une place à ses côtés, une place d'honneur, et invita les convives à poursuivre le dîner. Son attitude était si naturelle qu'elle donna l'impression que tout cela faisait partie d'un protocole préétabli. Pour la première fois depuis longtemps, Gavin sentit un malaise qu'il ne parvint pas à dissimuler. Autour de la table, les regards changèrent. L'attention se détourna progressivement de Gavin pour se fixer sur Claire. Quelque chose venait de basculer, même si personne n'aurait pu dire quoi exactement. L'orage ne s'était pas encore abattu, mais il était désormais clair qu'il se formait en profondeur. Et tandis que les premiers plats étaient servis, une certitude silencieuse s'installait dans l'air feutré de la summit room. Gavin venait d'entrer dans une pièce où le pouvoir ne lui appartenait déjà plus. Le silence qui suivit l'entrée de Gavin et de Lillian ne fut pas un silence vide. Il était chargé de regards retenus, de respirations mesurées, de pensées que chacun gardait pour soi. Certains invités baissèrent les yeux vers leurs assiettes, d'autres fixèrent leurs verres comme si une réponse pouvait s'y refléter. Personne ne savait comment se comporter, car aucune règle tacite ne semblait encore s'appliquer à une situation aussi ouvertement provocatrice. Dans cet instant suspendu, la moindre réaction pouvait transformer le dîner en scandale, et chacun attendait que Claire ou Gavin donnent le ton. Claire, elle, ne laissa pas le malaise s'installer. Elle se rassit avec un calme presque déroutant, comme si l'événement venait de confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. Sa voix, lorsqu'elle s'adressa aux invités, ne trahissait ni tension ni ironie. Elle parla du menu, demanda que le service commence et remercia chacun de sa présence. Par ce simple retour au protocole, elle ramena l'ordre là où Gavin espérait le chaos. Peu à peu, les conversations reprirent, d'abord hésitantes, puis plus assurées, comme si la salle respirait à nouveau sous sa direction invisible. Claire tourna ensuite son attention vers Lillian. Elle ne l'observait pas comme une rivale, mais comme une invitée dont il fallait reconnaître la place. Elle lui posa des questions sur son parcours, sur ses études, sur son expérience professionnelle. Le ton était neutre, presque bienveillant, dénué de toute agressivité. Lillian répondit avec assurance. Elle parlait du marché asiatique avec précision, évoquant les différences culturelles, les attentes des clients, les défis logistiques et humains. À mesure qu'elle parlait, les invités commencèrent à écouter réellement, non plus par curiosité malsaine, mais par intérêt professionnel. Cette évolution n'échappa pas à Gavin. Il voyait l'attention se détourner de lui, glisser vers cette conversation qu'il n'avait pas prévue. Il comprit alors que Lillian cessait d'être un simple symbole de sa domination pour devenir une figure autonome, reconnue pour ses compétences. Ce changement subtil le déstabilisa. Il tenta d'intervenir, ponctuant la discussion de commentaires, apparemment légers, mais chaque fois, Claire reprenait la parole avec naturel, orientant le dialogue avant qu'il ne puisse imposer son rythme. Les invités commencèrent à percevoir ce qui se jouait réellement. Le dîner n'était plus une scène de confrontation, mais un espace contrôlé par Claire. Elle ne cherchait pas à écraser Gavin par la force, mais à dissoudre son autorité en redéfinissant les règles du jeu. Lillian, sans en avoir pleinement conscience,
devenait un élément de cette stratégie, mise en valeur non par Gavin, mais par celle qu'il voulait humilier. Gavin finit par reprendre la parole pour parler de l'avenir de l'entreprise. Sa voix se fit plus ferme, son discours plus grandiloquent. Il évoqua des projets ambitieux, une restructuration internationale, la création d'un hub stratégique dans la région du Pacifique. Il parlait de partenariats bancaires, de flux financiers, de croissance accélérée. Les mots étaient choisis pour impressionner, pour rappeler qu'il restait le maître de cette entreprise. Pourtant, quelque chose avait changé. Les invités écoutaient, mais sans la même conviction. Après la maîtrise silencieuse de Claire, les déclarations de Gavin semblaient presque théâtrales. Claire attendit qu'il termine avant de poser une question simple, presque anodine. Elle demanda ce que ces projets impliquaient pour la famille, pour leurs enfants, pour leur place dans cette nouvelle structure qu'il décrivait. Sa voix était calme, mais la question résonna dans la pièce comme un coup près. Elle ne parlait pas seulement en épouse, mais en garante d'un équilibre que Gavin semblait prêt à sacrifier. Gavin ne recula pas. Il répondit sans détour, expliquant que le divorce était déjà en préparation et que les conditions seraient généreuses. Il évoqua des propriétés, des compensations financières, une continuité de confort. Ces mots avaient la froideur d'un contrat. Il croyait ainsi clore le sujet, acheter le silence de Claire et confirmer son contrôle. Autour de la table, certains invités échangèrent des regards gênés, conscients que cette franchise brutale dépassait les limites de la bienséance. Claire ne protesta pas. Elle ne demanda rien, ne chercha pas à se défendre. Elle accepta ses paroles comme si elles n'avaient aucune portée émotionnelle. Elle fit signe au personnel d'apporter le dessert, transformant ce moment de tension en une transition ordinaire. Ce geste troubla davantage l'assemblée que n'importe quelle réplique acerbe. Les invités comprirent alors que le conflit ne se jouerait pas sur le terrain des émotions, mais ailleurs, dans un espace plus profond et plus dangereux. Alors que les assiettes étaient de changer, Claire évoqua l'histoire de la famille Hartman. Elle parla de Walter Hartman, du fondateur, de sa vision à long terme, de sa méfiance envers les guerres internes et les ambitions personnelles incontrôlées. Elle expliqua comment il avait conçu des mécanismes pour protéger l'entreprise des faiblesses humaines. Gavin tenta de l'interrompre, mais Marilyn intervint d'un regard sévère, rappelant implicitement que ses souvenirs avaient une importance particulière. Le ton de la conversation changea encore. Ce n'était plus un dîner, mais une préparation. Les mots de Claire semblaient ouvrir une porte vers quelque chose d'inévitable. Les invités sentaient que cette évocation du passé n'était pas un simple récit nostalgique, mais l'introduction d'une révélation imminente. Gavin, pour la première fois, parut inquiet. Il comprit qu'il avait sous-estimé le silence de Claire et que ce silence dissimulait une stratégie mûrie depuis longtemps. Lorsque la conversation se fit plus grave, une attente lourde s'installa dans la summit room. Claire approchait du cœur de ce qu'elle avait préparé. Tout ce qui avait précédé n'était qu'une mise en place, un déplacement subtil des regards et des loyautés. Le dîner, désormais, avait cessé d'être un simple événement mondain. Il devenait le théâtre d'un basculement irréversible et chacun pressentait que la prochaine étape ne laisserait aucune place au retour en arrière. La salle semblait plus étroite qu'au début de la soirée, comme si les murs de la summit room s'étaient rapprochés imperceptiblement. L'air, pourtant parfaitement régulé, paraissait plus dense. Les invités, jusque-là contenus par les règles tacites de la bienséance, sentaient que quelque chose d'irréversible approchait. Les conversations s'étaient éteintes d'elles-mêmes, sans que personne n'ose rompre ce calme lourd. Tous regardaient désormais Claire, conscients que les mots qu'elle avait prononcés sur le passé de la famille Hartman n'étaient qu'un prélude. Claire se leva lentement. Aucun geste brusque, aucune emphase. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, car elle l'avait déjà. Lorsqu'elle parla, sa voix resta égale, presque posée, comme celle de quelqu'un qui expose des faits et non des émotions. Elle évoqua un document, rédigé de nombreuses années auparavant, lors d'une restructuration que peu de personnes présentes se souvenaient avoir jugée importante à l'époque. À ce moment-là, cela avait semblé n'être qu'un ajustement juridique parmi d'autres, une précaution de plus dans un empire habitué aux couches de protection légale. Elle sortit alors une chemise sobre, sans logo, sans couleur distinctive. Le simple bruit du papier qu'elle posa sur la table résonna dans le silence de la pièce. Elle expliqua que ce document établissait un trust familial,
conçu pour protéger l'entreprise contre les conflits internes et les décisions impulsives. Le point essentiel, celui que presque personne n'avait jamais vraiment examiné, résidait dans la structure du contrôle. Le paquet majoritaire des actions avec droit de vote n'appartenait pas directement au PDG en exercice, mais au trust lui-même. Et l'administrateur du trust n'était autre que le conjoint ou la conjointe du PDG en fonction. Un frémissement parcourut la table. Certains invités se penchèrent légèrement en avant. D'autres échangèrent des regards rapides. Gavin resta immobile, son expression figée, comme s'il tentait de mesurer l'impact réel de ses mots. Claire poursuivit, précisant que durant toutes ces années, les décisions majeures avaient été validées par des procurations régulières, des signatures que tout le monde considérait comme une formalité administrative. En réalité, chaque vote de Gavin avait été rendu possible par son accord à elle. Sans cette autorisation tacite, son pouvoir n'aurait été qu'une illusion. Gavin tenta de réagir. Il sourit, d'un sourire tendu, et qualifia cette révélation de détails juridiques sans conséquences réelles. Il parla de pratiques courantes, de montages légaux complexes que seuls les juristes comprenaient vraiment. Il cherchait à minimiser, à réduire l'importance de ce qui venait d'être exposé. Mais avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle du discours, Marilyn intervint. Sa voix, calme mais ferme, coupa court à toute tentative de banalisation. Elle confirma que cette structure avait été voulue par Walter Hartman lui-même, précisément parce qu'il craignait que l'entreprise ne devienne un jour l'otage de l'orgueil ou de l'imprudence d'un seul homme. Cette confirmation eut l'effet d'un coup sourd. Gavin comprit alors que cette architecture juridique n'était pas un hasard, mais un filet soigneusement tendu depuis des années. Pourtant, Claire n'en resta pas là. Elle fit un signe discret, et l'un de ses assistants entra dans la salle, portant plusieurs dossiers épais. Il les déposa sur une table latérale avec une gravité silencieuse. Leur présence seule suffisait à transformer l'atmosphère. Claire expliqua que ces dossiers contenaient des rapports financiers, des relevés bancaires, des chaînes de transactions soigneusement reconstituées. Il s'agissait de preuves accumulées au fil des mois, vérifiées par des auditeurs indépendants. Elle parla de sociétés écrans, de comptes offshore, de transferts d'actifs réalisés sous couvert de réorganisation internationale. Tout avait été présenté comme une optimisation stratégique, mais la réalité était tout autre. Gavin avait progressivement déplacé des ressources de la Hartman Group vers des structures où il apparaissait comme l'unique bénéficiaire. À mesure que Claire détaillait ses opérations, le visage de Gavin se fermait. Les mots qu'il avait l'habitude de manier avec aisance semblaient lui échapper. Il tenta de nier, de parler de décisions nécessaires dans un contexte de concurrence mondiale, mais ses arguments perdaient à leur force face à la précision des faits exposés. Les dates, les montants, les signatures ne laissaient aucune place au doute. Ce n'était pas une accusation émotionnelle, mais une démonstration méthodique. Liliane, jusque-là restée silencieuse, sentit une compréhension glaciale s'imposer à elle. Les projets dont Gavin lui avait parlé, l'urgence soudaine de certaines décisions, prenaient un sens nouveau. Elle se remémora le moment où elle lui avait annoncé sa grossesse et réalisa que, peu après, les mouvements financiers s'étaient accélérés. Elle comprit qu'elle n'avait pas été intégrée à un avenir commun, mais utilisée comme un écran, une justification commode. Cette prise de conscience ne provoqua ni larmes, ni colère visible. Elle se contenta de se redresser légèrement, son regard se durcissant, comme si elle venait de sortir d'un long aveuglement. La porte de la salle s'ouvrit à nouveau, cette fois pour laisser entrer Nathan Brooks, le conseiller juridique principal du groupe. Son arrivée n'avait rien de spectaculaire, mais sa présence imposa un silence encore plus profond. Il confirma, d'un ton strictement professionnel, que les documents avaient été examinés et validés par des experts externes. Certaines mesures avaient déjà été prises, notamment le gel préventif de plusieurs comptes. Il annonça ensuite que, conformément au statut et au trust familial, Gavin était immédiatement suspendu de ses fonctions de PDG en attendant une réunion extraordinaire du conseil. Ce fut à cet instant que Marilyn se leva. Elle retira lentement la bague familiale qu'elle portait depuis des décennies, symbole discret mais puissant de l'autorité des Hartman. Sans un mot, elle la tendit à Claire. Le geste était clair, sans appel. La légitimité changeait de main, non par vengeance, mais par nécessité. Les agents de sécurité intervinrent,
avec un professionnalisme presque clinique. Gavin fut invité à quitter la salle selon un protocole qu'il avait lui-même souvent invoqué pour écarter d'autres dirigeants. Il tenta de conserver une certaine dignité, mais son regard trahissait une peur qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il comprenait qu'il n'avait pas simplement perdu un affrontement. Il avait été stoppé. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, personne ne parla immédiatement. La Summit Room semblait figée dans un entre-deux, consciente que ce qui venait de se produire ne pouvait être effacé. Claire resta debout un instant encore, puis se rassit. Son visage n'exprimait ni triomphe ni satisfaction. Seulement la gravité de quelqu'un qui sait que la véritable épreuve commence maintenant, au moment précis où le silence retombe et où l'avenir réclame d'être reconstruit. Le lendemain matin, la Hartmann Crest paraissait différente, bien que rien n'eût changé en apparence. Les mêmes façades de verre reflétaient le ciel, les mêmes ascenseurs glissaient silencieusement le long de la tour, les mêmes employés franchissaient les portes avec leurs badges. Pourtant, une tension nouvelle parcourait les étages supérieurs, une conscience diffuse que quelque chose d'essentiel s'était déplacé pendant la nuit. Les rumeurs circulaient déjà, mais aucune version ne parvenait à saisir pleinement ce qui s'était produit. Seuls ceux qui avaient été présents dans la Summit Room comprenaient que la chute de Gavin n'était pas un accident, mais l'aboutissement d'un mécanisme longtemps invisible. Claire entra dans la salle du conseil sans précipitation. Elle ne portait aucun signe extérieur de victoire, aucun vêtement qui aurait pu être interprété comme une affirmation de pouvoir. Elle avançait avec la même sobriété qui avait toujours été la sienne, mais son regard avait changé. Il ne cherchait plus l'approbation, il évaluait. Les membres du conseil, habitués à la présence imposante de Gavin, la regardèrent avec un mélange de surprise et de prudence. Beaucoup réalisaient à cet instant que celle qu'ils avaient longtemps perçue comme une présence silencieuse connaissait en réalité chaque chiffre, chaque contrat, chaque fragilité de la structure qu'ils dirigeaient ensemble. Claire ne perdit pas de temps. Elle exposa calmement un plan précis, structuré, conçu pour contenir les effets immédiats de la crise. Elle parla du retour progressif des actifs détournés, des procédures juridiques déjà enclenchées, des mesures conservatoires nécessaires pour rassurer les partenaires et les investisseurs. Elle expliqua comment la communication interne devait être menée afin d'éviter la panique parmi les milliers d'employés du groupe. Son discours n'était ni théorique ni abstrait. Il reposait sur des actions concrètes, des échéances, des responsabilités clairement définies. Le conseil comprit alors que cette femme ne réagissait pas à une situation imprévue. Elle avait anticipé ce moment et préparé chaque étape. Les avocats de Gavin tentèrent d'intervenir dans les jours qui suivirent. Ils évoquèrent des vices de procédure, des interprétations abusives des statuts, des excès de pouvoir. Mais chaque tentative se heurta à la solidité des documents, à la clarté du trust, à la cohérence des décisions prises. Les règles avaient été respectées avec une rigueur implacable. Lorsqu'une proposition fut faite à Gavin, elle était simple et sans détour. Il pouvait coopérer, signer les accords nécessaires, contribuer à la restitution des actifs et s'abstenir de toute déclaration publique. En échange, l'entreprise retarderait toute poursuite pénale immédiate. Ce n'était pas une faveur, mais une dernière option. Un délai lui fut accordé, non par compassion, mais par souci de stabilité. Parallèlement, Claire prit une décision que peu de personnes avaient anticipée. Elle convoqua Liliane. Leur rencontre se fit loin des regards, dans un bureau sobre, sans témoin. Claire ne parla pas en rivale, ni même en épouse trahie. Elle parla en dirigeante consciente de sa responsabilité. Elle expliqua qu'elle ne voyait aucun intérêt à détruire une femme déjà utilisée par un système de pouvoir qui ne respectait personne. Elle proposa à Liliane une issue professionnelle claire, un poste dans une structure partenaire en Asie correspondant à ses compétences réelles. Elle évoqua également les garanties nécessaires pour assurer la sécurité et l'avenir de l'enfant à naître. Liliane écouta sans interrompre, comprenant peu à peu que cette offre n'était ni une humiliation ni une concession, mais un choix fondé sur un principe. Elle accepta, consciente que cette décision la libérait enfin de l'emprise de Gavin. Les mois passèrent, et avec eux, la Hartmann Crest se transforma lentement. Les symboles de l'ancienne dynastie disparurent progressivement des couloirs. Les portraits figés des patriarches furent remplacés par des œuvres contemporaines, par des images de projets concrets, de bâtiments, de communautés. Les réunions cessèrent d'être des exercices de peur déguisés en stratégie,
Les cadres commencèrent à travailler sans craindre qu'un mot mal choisi ne ruine leur carrière. La structure se stabilisait, non parce qu'une autorité écrasante l'imposait, mais parce qu'un système clair la soutenait. Nora et Ethan trouvèrent peu à peu leur place dans cette nouvelle réalité. Ils ne furent pas propulsés au sommet par leur nom, mais intégrés à des domaines précis où leurs compétences pouvaient s'exprimer. Nora s'engagea dans des programmes sociaux et éducatifs liés au projet du groupe, cherchant à donner un sens concret à la puissance économique de l'entreprise. Ethan se consacra aux initiatives de développement durable, à l'architecture écologique des nouveaux complexes hôteliers, convaincu que l'avenir ne pouvait se construire sur des modèles obsolètes. Claire observa leur progrès avec une attention discrète, consciente que leur apprentissage était plus important que toute reconnaissance immédiate. Liliane revint en ville peu avant son accouchement, non comme une figure disgraciée, mais comme une partenaire respectée. Sa présence n'était plus un sujet de murmure, mais un fait accepté. La tension qui avait autrefois imprégné les espaces privés de la famille s'était dissipée, remplacée par une forme de calme inattendu. Les adultes avaient appris à séparer les blessures personnelles des responsabilités collectives. Lorsque le conseil d'administration se réunit de nouveau pour statuer sur la direction permanente du groupe, la décision fut unanime. Claire fut confirmée dans ses fonctions sans discours grandiloquent. Elle présenta ensuite une version révisée du trust familial. Ce document, autrefois perçu comme un piège juridique, devenait désormais une charte de valeurs. Transparence, éthique, durabilité et responsabilité envers les communautés figuraient au cœur de cette nouvelle structure. Les règles étaient claires. Aucun héritier, quel que soit son nom, n'accéderait au pouvoir sans formation, sans expérience, sans avoir prouvé sa capacité à servir autre chose que ses propres intérêts. Cette règle s'appliquait à tous, y compris à l'enfant de Liliane. Gavin, quant à lui, glissa progressivement vers les marges de sa propre légende. Il apparut parfois lors d'événements caritatifs, accorda quelques interviews soigneusement préparées, évoqua une nouvelle vie faite de projets personnels et de renouveau. Mais dans les cercles où se prenaient les décisions réelles, son nom n'avait plus de poids. Il restait gravé sur certaines façades, non par hommage, mais parce que l'effacer aurait coûté plus cher que l'ignorer. Un soir, bien après la fin d'une longue journée, Claire se tint de nouveau devant la baie vitrée de la tour. La ville s'étendait sous ses yeux, lumineuse et indifférente. Elle ne ressentait ni triomphe ni satisfaction. Seulement le poids d'une responsabilité désormais assumée, sans illusion. Elle pensa à ses enfants, à l'enfant à venir, à tous ceux dont la vie dépendait, souvent sans le savoir, des décisions prises à ses étages. Elle comprit alors que sa victoire n'avait jamais consisté à prendre le pouvoir à un homme, mais à empêcher ce pouvoir de détruire ceux qui viendraient après eux. Et dans ce silence apaisé, elle sut que l'héritage qu'elle laisserait ne serait pas seulement un empire, mais un sens. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. De nombreux récits puissants et des rebondissements inattendus vous attendent. N'oubliez pas de regarder les prochaines vidéos ainsi que les autres contenus de la chaîne. Le plus intéressant ne fait que commencer. Partagez cette vidéo avec ceux qui aiment ce genre d'histoire et dites-nous en commentaire d'où vous regardez.